Bonjour, Carl. Bonjour, Marie-France. Comment vas-tu ce matin? Ça va super bien. Bonjour tout le monde. Si vous nous Oui, bonjour tout le entendez, monde. Est-ce que vous pouvez vous manifester dans le chat pour me dire si vous avez une bonne image et un bon son, s'il vous plaît? Oui, il y a Manon, il y a Maxime. Ça a Manon, l'air merci. bien Bonjour, aller. Manon. Bonjour, Maxime. Okay. Je crois qu'il manque une personne. On va patienter une minute pour que la personne puisse se joindre. Oui, entre-temps, vous pouvez aller, comme à l'habitude, on a des questions à vous poser à chaque fois que vous participez à un webinaire. Donc, si vous allez dans la section Poll, vous avez la question qui vous invite à répondre quel est votre lien avec la communauté militaire, donc des Forces armées canadiennes. OK, on a des réponses qui commencent à rentrer. Oui, c'est bon. OK. OK. Donc, je vais me présenter. Mon nom c'est l'heure. Mon nom est Carl Kouakou. Je travaille avec le PSP à la Garnison Montréal. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour ce premier webinaire d'une série de 4 que je vais co-faciliter avec Marie-France, ma collègue de Saint-Jean. Alors, bien heureux d'être là ce matin. On va parler de stress ce matin, comme dans les prochaines semaines. Et on va faire de plus amples connaissances. J'espère que vous allez nous suivre pendant les 4 prochaines semaines pour toute la série. Alors, pour l'instant, Marie-France, est-ce que tu veux dire un mot d'introduction? Non, je voulais juste encore une fois souhaiter bon matin à tout le monde. Et puis, c'est ça que on va parler de stress, mais de façon très simple, pas très simple, mais pardon? De façon accessible. Ah oui, accessible, voilà le mot que je cherchais. Donc, oui. Pour le bien de notre présentation, nous allons fermer nos caméras. Vous allez avoir accès à la présentation sur tout votre écran et on reviendra à la fin pour la période de questions. Ce matin, moi, je m'occuperai du chat pour Carl et puis si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, on va essayer du mieux qu'on peut d'y répondre. Alors, à plus tard. Absolument. Donc, je ferme ma caméra aussi pour qu'on puisse se concentrer davantage sur le contenu et non sur les reflets dans mes lunettes ou sur mon crâne dégarni. Alors, je ferme la caméra. C'est parti. Alors, premier webinaire d'une série de 4, comme je te disais. Moi, je te vois toujours, Carl. Je vais d'abord vous parler. Tu es toujours là, mon Carl. Ma caméra n'est pas. Tu vois toujours tes reflets. Toujours là, OK. OK, un instant. Et voilà. Alors, avant de commencer, ELF, Énergiser les forces, Ottawa nous demande de lire cette diapositive. Donc, c'est une formalité administrative. Alors, avant de commencer, je ne sais pas si certains d'entre vous en êtes à quelques webinaires, mais il s'agit toujours du même format, c'est standard. Alors, la présentation que vous allez voir est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Toute reproduction ou retransmission des diapositives contenues dans cette présentation est strictement interdite. Certains sujets abordés dans ce séminaire en ligne peuvent être de nature sensible et ne sont donc pas appropriés pour les enfants. Alors, nous demandons votre discrétion comme parents à ce niveau. Veuillez comprendre que les histoires des gens sont les leurs et que tout ce qui est partagé par les participants à ce webinaire en ligne, que ce soit devant la caméra ou dans le chat, ne doit être discuté pas du tout en dehors du séminaire. Alors, ce webinaire en ligne est enregistré et pourra être visionné ultérieurement sur cafconnexion.ca. Bien que la participation active soit encouragée, vous pouvez simplement suivre sans utiliser le chat et la discussion ou les fonctions vidéo, microphone si vous le préférez. Alors, ceci étant dit, j'espère qu'on aura une belle interaction et qu'on pourra justement là, échanger nos connaissances et nos expériences par rapport avec ce sujet qu'on introduit ce matin. Oui, et toute question, Carl, toute question, toute réponse de nos participants lorsqu'on va faire
la synthèse là, des réponses des gens. Il n'y a pas d'identification d'aucune personne à toutes les réponses. Oui, tout est anonyme. Exactement. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires ou à poser des questions parce que c'est anonyme, impossible de vous retracer. Donc, ce qu'on va voir ce matin, ce qu'on va tenter d'atteindre comme objectif, d'abord, définir ce qu'est le stress. Pour certains, le stress, c'est assez abstrait. Pour d'autres, c'est inconfortable. Pour certains, c'est quelque chose de challengeant. C'est quelque chose qui leur permet de faire mieux, qui leur permet d'agir efficacement. Pour d'autres, c'est quelque chose qui est paralysant. Donc, on va tenter de décoder ce que représente le stress là, globalement, en général. Voir aussi comment ça survient. Qu'est-ce qui fait qu'une situation, on la perçoit comme étant stressante, comment notre cerveau va traiter l'information, l'événement, et déterminer qu'il s'agit justement d'une situation potentiellement menaçante ou dangereuse. On va identifier les principaux types de stresseurs, hein, parce que dans l'environnement externe, il y a énormément de choses qui sont susceptibles de nous stresser. On va le voir de façon générale. Puis, on va également, à la fin du webinaire, introduire la notion de réponse de relaxation. Et je vais aussi vous mettre un lien à la fin de la conférence sur des exemples de méditation guidée ou des exemples de visualisation qu'on peut faire pour engendrer cette fameuse réponse de relaxation. Parce qu'une des solutions vraiment les plus efficaces pour lutter contre le stress, c'est de se calmer les nerfs à l'occasion via une technique comme ça de relaxation, d'apaiser un peu là, les tourments et les choses qui se bousculent dans notre tête. C'est vraiment une technique fort efficace. Alors, petite question d'introduction comme ça, qu'est-ce qu'on a tous en commun ce matin? Est-ce que par rapport au stress, là, est-ce que quelques personnes veulent signifier là, des exemples de réponses par rapport à cette question-là générale? Qu'avons-nous tous en commun? À quoi vous fait penser ce petit hamster là, qui tourne dans sa roulette? Alors, le petit hamster, pour moi, mais c'est un flux de pensée là, constant. C'est une activité mentale qui est difficile à arrêter. Hein? Les choses qui se bousculent dans notre tête lorsqu'on est soumis à des pressions, à des tensions, oui, mais non, des préoccupations. Voilà. Parfois, on a de la difficulté à se détacher de ça. Hein? Puis le hamster, des fois, il va se mettre à courir très, très vite. C'est parfois excessivement difficile d'arrêter ce genre de pensées là, qui peuvent devenir ruminantes et qui peuvent un peu nous paralyser dans l'action ou dans les décisions qu'il s'agit de prendre parfois. Là. Un hamster, j'en ai une famille de hamsters, c'est drôle maintenant. Oui, Florin, lui, il dit c'est le travail aussi. Florin nous dit aussi que ça représente que c'est une famille fonctionnelle et non dysfonctionnelle de hamsters, hein, maintenant. Donc, oui, ce hamster-là, c'est une voix, en quelque sorte, qu'on a une voix intérieure qu'on entend. C'est parfois des jugements, c'est des critiques, des blâmes. C'est gna-gna-ni, gna-gna-gna. C'est ce qu'on appelle aussi parfois l'ego. On va voir que l'ego fait partie de la recette du stress là, tout à l'heure. Alors, le je, le moi, ça a beaucoup à voir avec ce hamster-là. Alors, parfois, on se pose trop de questions et on a de la misère à sortir de cette espèce d'engrenage qui devient, avec le temps, là, un peu surtaxant. Donc, pas facile de l'arrêter de tourner dans notre tête, mais justement, en mettant en pratique des techniques comme les techniques de relaxation, on peut ralentir la course folle de ce petit hamster dans notre tête. En anglais, ils n'appellent pas ça le hamster. Je pense qu'en anglais, ils appellent ça le rat race. C'est important de mettre la switch à off de temps en temps, là, si on ne veut pas s'éreinter et s'épuiser. Alors, prochaine diapo. Alors là, j'aimerais que vous me donniez votre propre définition du stress. Là. Ça peut être un mot, ça peut être un concept. À quoi ça vous fait penser le stress? Risquer des réponses. Marie-France, pour toi, le stress, qu'est-ce que ça représente?
Ah, Manon nous dit que c'est un parfois la sentiment. perte de contrôle. Oui, absolument. Manon nous dit que c'est un sentiment qui est envahissant, qui est paralysant. Absolument. Effectivement, dans certains cas, là, ça peut l'être très invalidant si le stress nous submerge, si on n'arrive pas à trouver des mécanismes et des stratégies pour l'absorber, l'apprivoiser. Ce stress-là peut nous empêcher d'agir efficacement et peut nous rendre carrément malades. Là, on va le voir un peu plus tard. Alors, Florin, lui, nous dit que c'est des frustrations. Oui, absolument. Absolument. Ressentir la frustration ou être irrité, c'est souvent relié à une situation de stress. Là. Donc, on parle d'un déséquilibre entre les exigences qu'une situation représente versus les capacités personnelles et les ressources qu'on a pour faire face à cette situation. Alors, par exemple, si vous vous sentez dépassé par la complexité d'une situation, si vous sentez que vous n'avez pas les atouts, les aptitudes, les habiletés pour gérer la situation qui est complexe et difficile à décoder et à prendre en charge, il peut y avoir l'apparition d'un état de stress aigu. Ça peut être aussi un état de stress chronique si ce genre de situation se reproduit constamment dans votre existence, dans votre quotidien. On parle aussi d'une menace à notre bien-être, ou ce qui peut être perçu parfois comme une menace, hein, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations et de perceptions par rapport avec le rapport justement qu'on entretient avec le stress. Là. Alors, c'est une menace qui va mettre à l'épreuve justement nos habiletés d'adaptation. Alors, il y a des gens qui ont beaucoup d'habiletés d'adaptation, qui ont un coffre d'outils très, très bien équipés pour faire face à toutes sortes de situations qui sont potentiellement stressantes. Et il y a des gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes outils et qui n'ont pas la même capacité à se protéger de ces différentes menaces-là. Donc, c'est important aussi de recadrer parfois la situation pour voir que la situation n'est pas si menaçante que ça parfois. Là. Il s'agit juste de relativiser les choses, de ne pas paniquer et de voir en nous ce que ça peut engendrer comme effet et tenter de minimiser ces effets-là s'ils sont négatifs pour rester en contrôle de la situation. Alors ça, c'est un concept là, que je suis allé chercher sur le site web, le site Internet de Sonia Lupien, qui est le Centre d'études sur le stress humain. Alors Sonia Lupien, possiblement que vous avez entendu parler d'elle, c'est une... Pardon, je vais prendre une petite gorgée d'eau. C'est vraiment une sommité dans l'étude du stress. Elle est de Montréal aussi, hein? Vous avez sur YouTube des conférences de Sonia Lupien, vous avez... sur son site web, énormément de ressources fort intéressantes. C'est quelqu'un qui a le don de vulgariser aussi. Là. C'est une excellente vulgarisatrice scientifique. Fait que je vous encourage fortement à acheter les ouvrages de Sonia Lupien et aussi à visualiser, à visionner là, ses vidéos sur YouTube et sur son site. Alors, de cette recette du stress, il y a 4 éléments. Alors, 4 éléments qui font qu'une situation va devenir stressante. Alors, les 4 ingrédients du stress, selon Sonia Lupien, ce sont l'imprévisibilité, la perte de contrôle, la nouveauté et l'ego menacé. Alors, le je là, dont je parlais tout à l'heure, le moi, qui se sent menacé par la dite situation. Donc, on peut dire qu'avec la situation qu'on vit actuellement, le COVID-19, c'est pas mal ça, hein, la recette là, de la pandémie, du confinement et du COVID-19. Là, beaucoup d'imprévisibilité par rapport à ça. On ne l'avait pas vu venir, autrement dit. Ouais. C'est une situation peut-être que les épidémiologistes, les virologues avaient anticipé, mais on ne savait pas que ça allait arriver en 2020, certainement pas. Là, le commun des mortels, nous tous, on ne s'attendait pas à être confinés à la maison pendant des mois et des mois et avoir... la difficulté à composer avec un élément extérieur comme celui-là. Donc, c'est de la nouveauté aussi. On ne l'a jamais vécu. Fait que là, il y a un changement de paradigme par rapport à ça, notre façon d'être, notre façon d'entretenir nos relations, tout a un peu perdu de son sens et de sa nature. On ne contrôle pas ce qui arrive. C'est quand même
c'est quand même difficile de voir qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Puis il faut justement lâcher prise là-dessus parce que tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas un traitement efficace et un vaccin, on fera face toujours à cette menace biologique. Et au niveau de notre ego, mais il y a des choses également qui surviennent à ce niveau-là. On se sent notre intégrité, notre sécurité, la sécurité de nos proches, tout ça est également menacé par le virus. Évidemment, à stresseur égal, nos réactions vont être très, très différentes. Il y a des gens qui se sont adaptés à cette situation-là très, ben, je pourrais pas dire très facilement, mais qui ont réussi à s'adapter là, en mettant en branle des ressources et des façons de faire là, qui leur permettent de composer avec la situation difficile. Et il y a des gens pour qui ça a été plus difficile. Hein? J'ai vu sur le site de la presse, justement, là, différentes études statistiques qui déterminaient que la santé mentale de plusieurs personnes s'était dégradée suite à la pandémie. Alors, c'est compréhensible. On peut plus voir nos proches, on peut plus sortir de la maison. Là, on commence à se déconfiner, heureusement. Mais ça a été, pour beaucoup de monde, très anxiogène et très difficile comme période. Donc, c'est quelque chose là qui correspond parfaitement à la recette du stress de Sonia Lupier. Alors, ici, ce qu'on voit sur cette diapo-là, c'est la réaction aiguë au stress. Alors, les 3 F, flight, fight and freeze. Vous avez certainement déjà entendu parler de ça. Alors, c'est une réponse qui est conditionnée, qui est neurologiquement implantée dans notre cerveau reptilien, particulièrement au niveau d'une structure qu'on appelle l'hypothalamus. Alors, ce sont nos ancêtres, hein, les hommes préhistoriques, là, qui ont commencé dans leur quotidien à être exposés à des menaces, à des situations où leur survie était menacée. Donc, il y a eu ce réflexe biologique qui s'est vraiment développé chez l'être humain. Par exemple, lorsqu'on rencontrait des prédateurs ou des troupeaux de mammouths à l'époque préhistorique, lors de l'époque de Cro-Magnon et Néandertal, il y avait un danger là, imminent, ça va de soi. Donc, cette réponse-là, qui est excessivement rapide, hein, production d'adrénaline, je combats, je fuis ou je paralyse devant le danger, c'est quelque chose qui est primitif. C'est un réflexe qui est en nous, biologiquement implanté dans notre cerveau. Et c'est cette même réponse qu'on a de nos jours, là, à notre époque contemporaine, lorsqu'on voit, par exemple, dans la nature, dans la forêt, un grizzly ou un ours affamé qui surgit, la même réponse va se produire. Et par rapport au virus dont on parlait tout à l'heure, il y a des gens qui ont eu une réponse de stress de ce type-là lorsqu'ils ont été confrontés à ce phénomène en début de situation. Donc, c'est naturel, c'est biologiquement là, implanté en nous. On est tous soumis à ce genre de réponse de stress en situation de danger imminent ou en situation de stress aigu. Je disais même, Carl, que le fameux, le dernier F, qui est le freeze, que c'est quand même assez récent chez l'homme, parce que si ça avait existé justement dans le temps de la préhistoire, l'être humain n'aurait pas survécu. Oui, effectivement. C'est parce que effectivement, si on avait paralysé ou figé devant tous les dangers, toutes les menaces auxquelles on a fait face à cette époque de l'histoire, effectivement, on serait éteint, on serait disparu là. Donc, ouais. Oui, c'est certainement pas le bon mécanisme de paralyser, mais parfois c'est compréhensible de voir qu'avec la peur, la panique, dans certaines situations, les gens vont figer là, parce qu'ils savent pas exactement ce qu'il s'agit de faire. Lorsqu'on voit un ours, par exemple, là, qui semble vouloir nous agresser, c'est reconnu qu'il faut rester calme. Hein, si on commence à s'agiter et à courir, l'ours va nous poursuivre fort probablement. Là. Alors, ce qu'on voit ici sur la prochaine diapo, c'est
La représentation, c'est quand même pas récent, cette loi-là de Yerkes et Dodson, mais c'est tout à fait approprié encore de nos jours. Alors, ce qu'ils ont fait, eux, ces chercheurs-là, c'est de déterminer si le stress avait un impact sur la performance cognitive, alors la performance mentale. Puis on voit qu'un certain niveau de stress semble indiquer une meilleure performance, là. Peu de stress ou pas suffisamment de stress, les gens sont apathiques, les gens n'arriveront pas à performer adéquatement. Mais lorsqu'on excède un certain seuil, là, il y a une tension, il y a une pression là, qui devient insupportable. Il y a une fatigue nerveuse, une fatigue mentale qui s'installe. Il y a de l'anxiété qui est engendrée par ça. Et il peut y avoir aussi là, une situation, si ça perdure, une situation d'épuisement nerveux ou de burn-out par rapport à tout ça. La même courbe existe chez les athlètes au niveau de la performance physique. Donc, peu de stress ou pas assez de stress, c'est pas souhaitable. Ça nous prend du stress pour se sentir vivant, hein, je crois, là. Trop de stress, par contre, va avoir des effets pervers, va induire une grande fatigue et une difficulté à agir par la suite, là. Alors, le stress, il faut le balancer, là, idéalement. C'est un peu ce qu'on voit sur cette représentation-là. Alors, trop de stress va mener à des désordres là, biologiques, physiologiques là, et des maladies. Là, on fait allusion au burn-out, mais on a aussi des désordres au niveau physiologique, la santé cardiovasculaire, la santé immunitaire. Hein, il y a l'immunité qui devient beaucoup moins performante, là, notre capacité à se protéger là, et à résister par rapport à des infections, des rhumes, des grippes. Tout ça est compromis là, dans un état de stress chronique. Puis ça, ce qui est responsable de ça, c'est la synthèse de cortisol, bien souvent. L'hormone du stress qui, lorsque accumulée dans notre circulation, va avoir des effets vraiment pervers à de multiples niveaux. Ça, je crois que Marie-France, la semaine prochaine, va nous en parler avec plus de précision. Là. Tous les effets que le stress peut engendrer sur le plan physique, sur le plan cognitif, sur le plan émotionnel et sur le plan là, comportemental. Donc, le stress, c'est bon, oui, mais lorsqu'il y en a trop ou lorsque notre capacité à le supporter est excédée, là, ça devient potentiellement dangereux. D'où l'importance d'avoir des bons mécanismes pour y faire face. Et ce sera un peu un des objectifs qu'on va poursuivre dans les prochaines semaines, là, de remplir un peu notre coffre à outils pour gérer efficacement tout ce stress-là auquel on fait face quotidiennement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette petite métaphore de la grenouille qu'on plonge dans l'eau bouillante. Je ne vous recommande pas de faire ça à la maison. Hein? Je ne veux pas être accusé de cruauté animale, mais apparemment, il y a des gens qui ont fait cette expérience-là. Alors, vous prenez une grenouille, vous la mettez dans un chaudron dans lequel vous allez verser de l'eau froide et vous allez augmenter la température graduellement, très, très progressivement. Et là, la grenouille va nager dans cette eau-là. Et malheureusement, lorsque la température atteint un certain niveau, un point d'ébullition, mais la grenouille ne s'est pas rendue compte de rien, là. Donc, elle meurt. Elle meurt dans l'eau bouillante. Alors que si vous prenez la même grenouille et que vous la plongez directement dans l'eau bouillante, elle va tout de suite sortir du chaudron pour préserver justement sa vie, là, pour rester en vie. Donc, c'est un peu ça, hein, notre rapport avec le stress. Il ne faut pas attendre d'être brûlé, il ne faut pas attendre que l'eau devienne trop chaude avant de commencer à se dire « Ah, je dois agir différemment, je dois peut-être prendre les choses en main, je dois me faire aider aussi. » Dans certains cas, c'est le soutien hein, qui devient vital. Plus la température augmente, plus le stress nous obnubile ou plus le stress devient paralysant, là, angoissant. Donc, ça illustre un peu le phénomène, un phénomène d'accoutumance. On s'habitue à une situation qui est potentiellement inconfortable, qui est potentiellement dangereuse pour nous. Et là, on se laisse entraîner dans ça et malheureusement, dans certains cas, on peut développer des désordres ou des problèmes de santé psychologique ou de santé mentale par la suite et de santé physique aussi. Là. Donc, soyez des grenouilles
intelligente. Quand le météo commence à monter, quand on commence à avoir de la broue dans le toupette ou quand on commence à se sentir pas bien, mais c'est là qu'il faut faire cette introspection nécessaire là, pour déterminer quelle est la source de ce stress-là, de cet inconfort, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre de l'avant pour me libérer, pour me sentir mieux. Là. Donc, il faut avoir recours à toutes ces techniques de gestion du stress régulièrement, pas seulement de temps en temps quand les choses deviennent critiques ou extrêmes. Il faut toujours, idéalement, là, se servir de ces techniques-là pour se ressourcer, pour se reposer l'esprit et pour atténuer l'impact du stress. Le IQ minimum 100. Effectivement. Oui, il faut être intelligent émotionnellement, faut agir de façon intelligente hein, pour notre santé. Là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour préserver notre santé. C'est fragile, la santé. On doit mettre tout en branle pour la conserver, notre santé. L'exercice, l'alimentation, tout ça. Vous savez de quoi je parle. Un mode de vie sain va nous permettre de vivre mieux. Alors justement, pourquoi devrions-nous gérer le stress? Évidemment, ça va de soi. Là. Si on a des mécanismes et des outils pour gérer notre stress, mais on va être moins incommodé. On aura moins de difficultés à composer avec les exigences de la vie, là. Tant au niveau personnel, familial, social que professionnel. Donc, on se doit de se munir d'un arsenal d'outils et d'armes pour lutter contre le stress. Alors, acquérir des compétences en gestion du stress, c'est quelque chose qu'on peut faire toute notre vie. Hein, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose d'acquis. À savoir qu'on peut s'inscrire à des webinaires comme le nôtre, entre autres, mais on peut s'inscrire à des formations qui sont je dirais, là, plus longues et qui sont offertes sur différentes tribunes. Là. Alors, l'avantage de tout ça, c'est qu'on va mieux se sentir. On va être en harmonie davantage avec notre entourage. On sera en meilleure santé sur le plan physique, sur le plan psychologique. On sera plus heureux, hein, globalement, là, si on a moins d'inconfort ressenti par rapport à tout ce stress auquel on fait face quotidiennement. Là. Alors, les types de stress, c'est ce qu'on voit sur cette diapo. Alors, le stress peut être positif ou négatif. Est-ce que vous avez un avis ou un point de vue là-dessus? Est-ce que cette affirmation est vraie ou fausse? Est-ce qu'il s'agit de ça? Il s'agit d'autre chose? Que pensez-vous de cette affirmation-là? Percevez-vous le stress toujours comme étant un ennemi ou quelque chose de négatif? Ou dans certaines situations, peut-il nous entraîner plus loin? Peut-il nous permettre de dépasser nos limites, d'atteindre des objectifs qu'on n'avait pas soupçonné pouvoir atteindre? Oui, effectivement. Je pense que dans certaines situations, pensez aux athlètes, par exemple, qui se préparent à des compétitions, oui, effectivement. Pensez à des employés hein, qui ont des défis et des objectifs là, parfois difficiles dans leur milieu de travail, puis avec le travail, avec la confiance, avec le support de leurs collègues, ils réussissent à atteindre les objectifs là, organisationnels. Donc, il y a plein de contextes où le stress peut nous énergiser, peut nous permettre de se réaliser. Là. Alors, Hans Selye, dont vous avez probablement déjà entendu parler, a été un des premiers à faire de la recherche sur le stress. C'est un médecin d'origine autrichienne qui est venu à Montréal dans les années 40, 50, je crois. Puis en 82, il est devenu fondateur de l'Institut de médecine et chirurgie expérimentale à l'Université de Montréal. Il a fait énormément de travaux sur le stress, donc vraiment un pionnier là, par rapport à ce champ d'études qui est encore très, très fertile aujourd'hui. Entre autres, le laboratoire de Sonolupien, il y a beaucoup d'études qui se font sur le stress actuellement. Donc, c'est une science qui continue à évoluer. Donc, Hans Selye a été un de ces pionniers. On l'appelait même le Einstein de la médecine à l'époque. Puis il a été ici à Montréal, c'est quand même assez particulier. Donc, il a parlé du syndrome d'adaptation générale, entre autres. Là.
par rapport à cette réponse qu'on a lorsqu'on est soumis à un stress. Donc, il a parlé de cette notion aussi de stress positif, qui représente des possibilités, des défis qu'on est appelé à relever. Fait que ça nous permet de transcender nos limites parfois que d'être exposé à des situations là, coriaces ou difficiles. Puis, ça peut mener dans certains cas, malheureusement, lorsqu'on perçoit les choses plus négativement, lorsqu'on fait face à des exigences qui sont nettement trop élevées pour nos ressources intérieures et nos capacités, lorsque nos ressources, justement, sont limitées, lorsqu'on exige de nous de faire des tâches qui ne sont pas nécessairement intéressantes ou qui sont indésirables, ça peut mener à quelque part à une certaine détresse. Alors, comment ça se passe dans notre tête? Alors, le stress va apparaître lorsqu'on est confronté à une situation. Là, ce qu'on voit ici sur la diapo comme exemple, mais ça pourrait être un incident, un accident de voiture. Alors, la situation se produit. Donc, c'est un facteur de stress qui est externe. Hein, ça ne dépend pas de nous, ce qui est arrivé, à moins qu'on soit conducteur ou passager de ce véhicule. Mais là, on va analyser la situation-là avec notre filtre mental, notre schème perceptuel. On va interpréter ce qui vient de se passer selon justement nos façons de percevoir la réalité. Certaines personnes vont voir ça comme un simple accident, alors que d'autres, par la suite, ne seront plus capables de conduire un véhicule automobile ou vont rester un peu là, perturbés par la situation-là. Donc, ça dépend de notre façon d'interpréter la réalité, notre façon de composer aussi suite à l'événement, à ce qui vient de se passer. Donc, Carl, tu as déjà eu quelqu'un ou être un peu comme dans la réponse qu'on a vue, là, primitive, être figé par ce qui vient de se produire. Alors, on parlait qu'il y avait beaucoup d'agents stressants au quotidien auxquels on était confronté. C'est justement ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Des facteurs de stress qui sont causés par un événement ou par le milieu dans lequel on évolue, on cohabite. Fait que les stress au niveau physique et au niveau environnemental, par exemple, vous en avez évidemment là, plusieurs qui vous viennent en tête. Vous avez le bruit. Moi, personnellement, le bruit, à un moment donné, me dérange. Là. Si l'environnement de travail est trop bruyant, j'ai de la difficulté à me concentrer, j'ai de la misère à focusser sur la tâche. Si par exemple, les lieux sont encombrés visuellement, s'il y a de la paperasse partout, si c'est le chaos, s'il n'y a pas assez d'ordre dans mon milieu de travail ou dans mon milieu de vie, ça va me déranger. Là. Ça dérange un peu ma sérénité ou ma paix d'esprit. Moi, en tout cas, c'est comme ça que l'impact se répercute là, à ce niveau, au niveau de l'environnement de travail ou l'environnement ou le milieu de vie. Le fait d'être exposé à des températures extrêmes, le froid, la chaleur excessive, tout ça, ce sont des stress physiques ou environnementaux là, importants. L'absence de fenêtres aussi dans un bureau, le manque de luminosité, ce sont des exemples de stress physiques et environnementaux. Au niveau des stress sociaux, vous avez à ce niveau, évidemment, là, des relations qui peuvent être difficiles avec certaines personnes, des difficultés conjugales, difficultés relationnelles, des difficultés là, ou des conflits. Il peut y avoir aussi des tensions dans les milieux de travail là, qui sont perceptibles. Il peut y avoir des tensions dans le couple, des tensions dans la famille, des tensions au niveau de la sphère sociale, des conflits. Ça fait partie de la vie, le conflit, évidemment, mais si on n'arrive pas à trouver des mécanismes pour les gérer, pour les atténuer, un peu comme le stress, ça va nous submerger à un moment donné. Alors, des situations sociales, des réceptions, des rencontres avec des étrangers, personnalités toxiques aussi, là, d'être confronté à des personnalités là, difficiles, des gens que j'appelle, moi, des toxiques, des gens qui, par exemple, se comportent de façon agressive, qui ne sont pas courtois, des gens qui sont négatifs, des gens qui nous drainent notre énergie, par exemple. Ça, c'est épuisant là, à moyen long terme. Fait que c'est important de choisir nos relations hein, pour
en arriver à justement être un peu plus en harmonie avec les autres. Là. C'est important de choisir avec qui on choisit d'évoluer au quotidien ou d'être. C'est plus facile à dire qu'à faire dans certains cas, là, surtout dans un milieu de travail où on se doit de composer avec différents types de personnalités, mais tout de même. Alors, au niveau des facteurs de stress organisationnels et institutionnels, mais vous savez, hein, des fois, quand on a à faire des démarches, la bureaucratie, là, on va s'empêtrer dans la bureaucratie, dans toutes les démarches administratives qu'il s'agit de faire pour en arriver à nos fins, à notre but. C'est parfois là, toute une escalade de choses là, auxquelles on est confronté. Les règles, les règlements, les interdictions. Parfois, il s'agit de répondre à des échéanciers qui sont serrés aussi, les politiques. Tout ça, ce sont des facteurs de stress là, qui sont inhérents à notre environnement. Vous avez sur la prochaine diapo maintenant des facteurs de stress qui sont liés à des événements importants de la vie. Alors là, on voit l'exemple du mariage. Hein. Pour certains, le mariage, ça va être un stress positif. Pour d'autres, ça va être l'angoisse, la panique. Est-ce qu'on va être à la hauteur au niveau de la réception avec nos invités? Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que les choses vont se dérouler là, rondement? Il peut y aussi y avoir, au niveau des événements importants de la vie, on pourrait nommer aussi là, divorce, séparation, on pourrait parler de la naissance d'un enfant. Oui, des mariages qui sont très, très heureux. Plusieurs mariages happiness, OK. C'est bon. Des changements de vie importants, qu'ils soient positifs ou négatifs, va nous exposer à une certaine dose charge de stress. Décès d'un proche, évidemment, avoir à composer avec un deuil, hein, particulièrement pendant cette période. Là, il y a des gens qui ont perdu des êtres chers hein, actuellement là, dans la pandémie et ça a été difficile pour eux de faire les deuils, entre autres parce qu'ils n'ont pas pu aller aux funérailles, ce genre de choses. Là. C'est une période vraiment très particulière. Sur cette prochaine diapo, on voit maintenant les stress qui sont reliés au tracas quotidien. Puis ça, Dieu sait qu'il y en a, hein, les embouteillages, le manque de stationnement, par exemple. Excusez-moi, mon bouvier bernois voulait sortir dehors un instant. Je suis revenu, désolé. Alors, attendre en ligne au magasin, se faire couper lorsqu'on est en voiture, des bris mécaniques, on voit l'exemple ici du monsieur qui a oublié ses clés dans son auto. Il peut y avoir aussi au travail là, des pannes informatiques, tout ce genre de choses là, qui vont nous faire perdre un temps précieux et qui vont aussi parfois nous irriter. Alors, au niveau des stresseurs internes, ça, c'est les stress qu'on génère nous-mêmes. Hein? C'est un peu le hamster dont on parlait en introduction, ce qui est dans notre tête, là, et ce qui est à la portée de notre contrôle, à savoir que les habitudes de vie, le mode de vie, hein, c'est quelque chose sur lequel on a de l'emprise. Là. Si on choisit d'avoir un mode de vie sain, mais il va y avoir des répercussions très, très positives et très bénéfiques sur notre santé globale. On va voir des exemples de chacun de ces éléments là, dans les prochaines diapos. Donc, au niveau des facteurs de stress interne, parlons d'abord des facteurs liés au mode de vie. Fait qu'on sait très, très bien que, comme le petit bonhomme ici nous l'illustre, il semble avoir sa dose de caféine aujourd'hui, avoir des yeux exorbités comme ça, puis bien ouverts. Le café, c'est bon, c'est réconfortant, mais trop de café, ça peut engendrer un effet négatif sur notre efficacité à gérer le stress. Là. Hein, c'est quand même un stimulant, c'est un psychostimulant, c'est quelque chose qui peut irriter potentiellement notre système nerveux central. Fait qu'on parle de consommation modérée de café. Là. Pour les amateurs de café, si vous en tenez à des consommations modérées de café, de caféine, il n'y a aucun problème. Mais trop de consommation, une surconsommation de caféine peut mener à des difficultés au niveau de la gestion du stress et
d'autres types de difficultés aussi. Santé Canada ne recommande pas de dépasser un seuil de 400 mg de caféine par jour. Fait que c'est l'équivalent de 2 à 3 cafés selon la concentration de café là, qui s'y retrouve. Évidemment, la qualité de notre sommeil, hein, c'est quelque chose de fort important pour notre gestion de stress. Vous avez certainement déjà fait l'expérience. Une mauvaise nuit de sommeil, vous vous réveillez un peu marabout, vous êtes un peu plus impatient, un peu plus irritable. Fait que la réponse au stress est vraiment radicalement différente. Lorsqu'on est bien reposé, lorsqu'on a eu une bonne nuit de sommeil versus qu'on n'a pas dormi suffisamment. Hein. C'est important de faire le plein de sommeil. Il y a eu plusieurs webinaires de la promo santé par rapport à ça, au sommeil, à l'importance du sommeil. Alors, 7 à 9 heures de sommeil pour chacun d'entre nous. C'est la moyenne qu'on devrait atteindre. On sait que la nutrition aussi, notre alimentation a un impact certain sur notre rapport avec le stress. Alors, manger des bons nutriments, parce que non seulement ça va nourrir nos cellules, mais ça va nourrir notre cerveau. C'est important de manger des bonnes protéines, c'est important de manger des bons glucides, des glucides lents qui vont nous donner une énergie qui est de longue durée, par exemple. Donc, ne pas négliger l'importance de votre alimentation. En rapport avec l'alcool, mais évidemment, la consommation d'alcool abusive va nuire à notre capacité à gérer le stress efficacement, là, ça va de soi. Là, parce que ça va altérer notre jugement, ça va altérer notre cognition, ça va altérer notre façon de rationaliser, de remettre notre capacité à remettre les choses en perspective, à les analyser adéquatement. Donc, consommation abusive et gestion du stress ne font pas bon ménage. Même chose pour la consommation de drogue ou de certaines substances. Évidemment, le tabagisme, il y a des gens qui, sous l'emprise du stress, vont fumer davantage, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose d'aidant. À ce niveau-là aussi, on peut parler de nos horaires de travail. Hein? Si on a des difficultés avec la gestion du temps, si on ne sait pas comment trop organiser nos journées, si on ne laisse pas de place également dans nos journées pour le lâcher-prise, les loisirs, le sport, l'activité physique, le temps avec la famille, c'est là qu'à un moment donné, les choses, on perd de l'emprise, on perd le contrôle sur les choses qui arrivent. Donc, un déséquilibre entre le travail et la vie personnelle et familiale peut entraîner des effets malheureusement négatifs. Alors, les longues heures de travail, hein, ceux qui sont des bourreaux de travail aussi, à un moment donné, le temps les rattrape. C'est important le travail pour se réaliser, mais il faut se trouver aussi d'autres exutoires et d'autres façons de se réaliser au quotidien. Les difficultés financières, on pourrait aussi parler de ça à ce niveau. Et il y a aussi le fait qu'on a un réseau soutenant, un réseau social soutenant versus on n'a pas de réseau. Ça aussi, c'est une ressource ou un facteur de protection vraiment très, très fort là, pour résister au stress. Avoir des bons amis, avoir des relations significatives, des gens qui sont là pour nous dépanner quand on a besoin d'aide, c'est fort important de cultiver un bon réseau social pour rester en santé à tous les niveaux. Ce qu'on voit ici, c'est le monologue intérieur négatif, avec la petite voix fatigante là, qui parfois nous envoie des messages négatifs. Donc, ce sont des pensées là, qui sont dévalorisantes. On se dit, tu ne seras pas capable, tu n'y arriveras pas, tu n'as pas ce qu'il faut pour y parvenir, tu vas échouer. Alors, ce genre de choses, ce genre de voix, si on n'est pas capable de l'éteindre, de la faire taire dans notre tête, ça va éventuellement prendre le dessus. Là. Ce monologue intérieur négatif-là va devenir notre réalité et on ne pourra plus voir les choses autrement que si cette voix-là prend toute la place dans notre tête. Là. Donc, ça peut engendrer aussi ce genre de phénomène-là, des émotions destructrices, des émotions négatives comme de la colère, de la peur, de la culpabilité, toutes sortes de sentiments négatifs qui font que, à long terme, on s'effondre. Donc, c'est important de relativiser ce qu'on se dit dans notre tête et d'atténuer aussi cette espèce de tendance qu'on a parfois à s'auto-dévaloriser. Il faut avoir de la compassion pour nous-mêmes, il faut avoir une certaine indulgence envers nous si on veut survivre à notre époque.
Alors, ce qu'on voit ici, c'est des facteurs de stress qui sont liés aux distorsions cognitives. Alors, ce sont les biais cognitifs, ce sont les erreurs de pensée auxquelles on fait allusion ici. Alors, par exemple, avoir des attentes irréalistes pour les gens ou envers nous-mêmes, c'est parfois là, personnaliser, prendre tout personnel, là, de façon trop personnelle, c'est de parfois exagérer, de parfois généraliser certaines situations. C'est pas parce qu'une situation se termine mal que toutes les situations qui sont analogues, qui sont semblables, auront le même scénario ou la même conclusion. Là. Fait que la généralisation excessive, il faut se débarrasser de ce genre de réflexe aussi. Là. Penser de façon trop rigide, avoir des réflexions genre c'est tout ou rien, ça c'est le genre de pensée ou de distorsion cognitive qui sont nuisibles pour notre équilibre mental. Facteurs de stress liés au type de personnalité, on en a parlé un petit peu tantôt. Donc, si on est un bourreau de travail, par exemple, oui, c'est bon hein, d'avoir des bonnes performances, c'est bon d'atteindre des objectifs, c'est noble tout ça, mais à un moment donné, la limite peut être compromise et peut être dépassée, ce qui fait que ces gens-là vont pouvoir, dans certains cas, vont s'épuiser, vont souffrir de burn-out s'ils ne sont pas capables de modérer les choses ou de ralentir le rythme à un moment donné. Les personnalités de type A aussi, là, qui sont des hyper-performants, ces gens-là, ils ont un peu le profil hein, pour le burn-out. Je ne vous dis pas qu'ils vont tous, à un moment donné, développer ce problème, mais ça reste un profil de risque. Les perfectionnistes, c'est un peu la même chose. Les gens qui veulent tout réaliser de façon parfaite. On sait que la perfection n'est pas de ce monde. Hein? C'est un leurre. Les personnes qui cherchent constamment à plaire aux autres, par exemple, vont également faire partie de ce profil à risque. Là. Alors, ce qu'on voit ici, pouvez-vous regarder cette image attentivement et me dire ce que vous y voyez là, dans le chat? Juste pour voir si votre perception est significative, est bonne. Est-ce que vous voyez une simple image ou vous voyez deux images? Premièrement. Oui, absolument. Une jeune et une vieille femme. Alors, la vieille femme, elle a un immense nez, hein, avec une petite verrue ici sur le nez. On voit son œil ici qui est à demi fermé. On a sa bouche, sa grande bouche et son long menton ici. Et pour voir la jeune femme, il faut tourner notre regard sur le côté parce qu'elle est de profil. Donc, on voit ici son cil, on voit la pointe de son nez, on voit sa joue, son fin menton et on voit ici sa nuque, son cou avec un collier. Donc, tout ça pour dire que lorsqu'on est témoin d'une situation, avant de réagir, avant de prendre action, c'est important de considérer tous les faits. C'est important de voir tout ce qui se passe devant nos yeux. C'est important de décoder adéquatement la situation ou l'événement auquel on fait face avant de réagir ou avant de trancher, de décider ou de prendre action. Donc, c'est important de voir globalement tout ce qui se déroule dans la situation avant justement de réagir. Donc, d'où l'importance parfois de faire un pas de recul et de prendre le temps d'analyser de façon plus approfondie ce dont on vient d'être témoin, parce que des fois, c'est le temps qui nous permet de remettre les choses en perspective, puis de mieux analyser, de mieux saisir l'événement ou la situation. Donc, ici, la prochaine diapo. Interprétation des événements. Alors, pourquoi on interprète les événements comme étant menaçants, comme étant perturbants, alors que dans certains cas, ils ne le sont pas tant que ça. Là. Si, par exemple, mon chien veut rentrer. Désolé. Si, par exemple, je suis pris dans un bouchon de circulation, hein, là, il y en a qui vont paniquer là, dans ce genre de circonstances. Ils vont se mettre un peu à avoir une conduite erratique. Ils vont commencer à pouvoir à faire des
des choses qui sont téméraires sur la route, ils vont être irrités, ils vont se mettre en colère, ils vont crier, ils vont se comporter là, inadéquatement, ils vont paniquer, ils vont se disjoncter dans certains cas. Alors que d'autres vont se dire, par exemple, qu'il s'agit de prendre le temps nécessaire pour se rendre du point A au point B. Inutile de paniquer, je ne serais pas plus avancé si je pète les plombs. Là. Au contraire, conduire, c'est une tâche assez complexe. Là. Il faut traiter beaucoup d'informations, hein, la route, les changements qui se produisent constamment. Si on commence à rester prisonnier là, de cette pression, de ce stress-là, c'est là que notre façon de réagir parfois peut être compromise. Là. Donc, pour rester en contrôle, faut lâcher prise. Là. On arrivera peut-être en retard à destination, mais on n'y peut rien. Là. On n'a pas le contrôle sur ce qui vient de se produire. Là. Alors, ce qui fait qu'on réagit de la bonne façon ou pas, c'est parfois nos expériences passées par rapport à des situations, par rapport à des événements qu'on a vécus. C'est parfois ce qu'on vit hein, dans le moment présent. Les circonstances peuvent être difficiles. On peut vivre un deuil, on peut vivre une séparation, ce qui fait que notre capacité de conduite dans ce contexte-là peut être un peu différente que normalement. On peut voir la situation comme étant menaçante pour nous, alors que s'il s'agit simplement d'un bouchon de circulation, mais il n'y a pas réellement de menace. Là. Ça va simplement ralentir notre quête, notre itinéraire. Alors, c'est important de recadrer les choses, ou les situations, les événements, même si ce n'est pas évident. Il faut développer ce réflexe idéalement. Alors, ce que j'aimerais introduire maintenant, c'est entre autres une des techniques qu'on peut mettre de l'avant, qu'on peut mettre en pratique là, pour justement améliorer notre rapport avec ce fameux stress. Alors, la réponse de relaxation, c'est une réponse qui est physiologiquement naturelle. C'est quelque chose qu'on va ressentir dès qu'on aura fait un effort important sur le plan physique ou mental, dès qu'on aura passé à travers un événement très stressant, notre corps a tendance à mettre en place ce genre de réponse physiologique. Là. Donc, il va y avoir, suite à cet effort-là, une diminution de la fréquence cardiaque, du rythme respiratoire, la tension musculaire diminue. Par association aussi, c'est une technique qu'on peut utiliser à n'importe quel moment pour engendrer cette réponse-là et détendre le corps. Alors, quelles sont les techniques qu'on peut utiliser pour engendrer la réponse de relaxation? Mais évidemment, vous connaissez la respiration profonde. Ça paraît simple, ça paraît naïf de dire respire par le nez, mais c'est tout à fait légitime. Là, hein? Dans certaines situations, on a tendance à hyperventiler, puis à commencer à avoir une respiration saccadée, ce qui fait qu'à un moment donné, on étouffe. Hein? Il n'y a plus d'air dans le cerveau, il n'y a plus d'oxygène pour alimenter nos neurones. Fait que notre réflexion, notre rationalisation, tout ça peut être affecté par le simple fait qu'on ne respire pas bien. Là. Donc, la respiration profonde, la respiration tactique, la respiration abdominale, c'est un des exemples de techniques qu'on peut mettre de l'avant dans une telle situation. Il y a aussi la méditation guidée. Marie, est-ce que tu peux mettre à l'écran justement le petit lien Internet que je recommandais aux participants là, pour faire des exemples de méditation guidée avec Nicole Bordelot? Et voilà. Est-ce que tout le monde voit ça? Fait que je vous recommande fortement, lorsque vous aurez un moment dans la journée, hein, parce qu'il ne s'agit pas de prendre des heures pour faire ça. Là. Il s'agit de prendre 5, 10, 15 minutes par jour pour mettre en pratique ces techniques-là, puis leur efficacité va éventuellement se manifester. Là. Ça prend quelques semaines de pratique pour qu'on ressente tous les bénéfices, tous les bienfaits engendrés par ce genre de technique. Fait que Nicole Bordelot, sur son site Internet, il y a plusieurs exemples de méditation qu'on peut faire, de pleine conscience, de respiration simple, qui dure quelques minutes seulement. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, les effets ont été mesurés hein, scientifiquement. La relaxation profonde va entraîner des effets vraiment très intéressants sur le plan psychologique. Meilleure concentration,
une meilleure vigilance mentale, une meilleure lucidité, on voit les choses plus clairement. Il y a aussi sur le plan physiologique beaucoup de bénéfices. Là. Par exemple, si on souffre d'hypertension artérielle, mais ce genre de pratique, si c'est quotidien, si on le fait régulièrement, va engendrer une baisse de notre pression artérielle, va ralentir nos fréquences cardiaques, nos fréquences respiratoires, et tout ça, globalement, a un effet sur notre synthèse de cortisol, la fameuse hormone associée au stress chronique, mais on en produit moins lorsqu'on met de l'avant des techniques aussi efficaces que celle-là. Il y a une meilleure immunité, ça peut même avoir des effets sur le vieillissement des cellules. Donc, tout ça, c'est une science. Hein? Ça a été étudié par de nombreux scientifiques et c'est une des techniques les plus efficaces qui soit là, pour améliorer notre rapport avec le stress ou notre résistance au stress. Je vous recommande fortement de mettre ça en pratique quelques fois par semaine pour commencer, puis éventuellement, ça devient un automatisme. Hein? On ressent qu'on a besoin de le faire pour se sentir bien. Un peu comme on fait du sport, on fait de l'activité physique quotidiennement. C'est quelque chose qu'on met dans notre coffre à outils et qui n'est pas si compliqué à mettre en place. Là. Alors, ce qu'il faut faire en réalité pour engendrer ce genre de réponse de relaxation-là, mais c'est pas très compliqué. Mais évidemment, ça nous prend un environnement qui va susciter le calme et la détente. Si par exemple, on peut faire ça au bureau dans certains contextes, là, si on n'a pas trop de monde autour de nous, on peut se fermer les yeux. Sinon, à la maison, on est sur une chaise ou même dans un lit, hein, si on n'arrive pas à trouver du sommeil le soir venu. C'est une genre de technique de relaxation qu'on peut expérimenter là, pour favoriser le sommeil. Fait qu'il s'agit de penser à quelque chose de réconfortant. Ça pourrait être, moi, ce qui me réconforte personnellement, c'est la forêt. J'aime beaucoup là, les arbres, le sentiment que j'éprouve quand je me balade en forêt, quand je fais de la randonnée. Ça peut être aussi là, la mer, ça peut être un lac sur lequel vous faites du canot. Ça peut aussi être une sensation physique que vous éprouvez, un sentiment de bien-être que vous éprouvez. Si vous serrez quelqu'un dans vos bras, vous pouvez vous représenter la personne, vous imaginez mentalement que vous êtes avec la personne que vous aimez. Ça peut être aussi un son, ça peut être aussi simplement le fait qu'on se concentre sur nos respirations. Là. Donc, notre inspiration, notre expiration, on essaie d'avoir un rythme calme, un rythme soutenu, et on se concentre essentiellement sur la respiration. Donc, aussi comme deuxième élément, mais c'est d'être passif hein, dans les circonstances. Là, c'est possible hein, que lorsqu'on fait ce genre de choses ou quand on met en pratique ces techniques les premières fois, qu'on soit distrait par nos pensées. Hein. Des pensées, on en a des milliers par jour. Beaucoup de ces pensées-là reviennent hein, de façon ruminante. Beaucoup de ces pensées-là sont négatives, mais on les laisse passer. Alors, c'est volatile, une pensée. Là. Ça dure parfois une microseconde et puis ça s'en va, ça disparaît. Fait que si, quand vous faites la relaxation en question, vous avez de telles pensées, mais laissez-les passer, tout simplement, puis remettez le focus sur votre respiration, puis éventuellement, mais vous arriverez à vous concentrer davantage sur le scénario dans lequel vous vous lancez. Évidemment, il faut rester le plus immobile possible, position assise, bien s'ancrer dans le sol, les talons dans le sol, les mains sur les cuisses, par exemple, si on est assis, pour avoir le moins de tonus musculaire possible. Fait que c'est fort efficace comme technique, mais évidemment, on va parler de d'autres mécanismes qu'on peut utiliser, d'autres stratégies d'adaptation au stress qu'on peut mettre de l'avant dans les prochains webinaires. Je regarde l'heure, il est déjà 11 heures. Marie, est-ce qu'on peut, à partir de maintenant, peut-être juste avant de passer à la prochaine étape, rappelez-vous qu'on a des ressources d'aide hein, qui sont fort efficaces, fort faciles à rejoindre et fort indiquées dans certaines situations. C'est pas facile ce qu'on a vécu les derniers temps. Donc, c'est normal là, de traîner de la patte un peu puis d'être épuisé, je dirais. Alors, d'où l'importance d'aller chercher de l'aide. Là. On a accès à des professionnels, on a accès à des ressources qui sont gratuites.
Par exemple, le programme d'aide aux membres des Forces armées canadiennes, il est disponible non seulement pour les militaires actifs, mais aussi pour les vétérans. Il est aussi disponible pour les familles des militaires, puis il est aussi disponible pour les civils du MDN. Là. Fait que c'est tout à fait gratuit, tout à fait confidentiel. Vous appelez ce numéro, puis rapidement, vous êtes pris en charge dans un délai de 24 à 48 heures avec psychologue, travailleur social ou autres spécialistes en santé psychosociale. Évidemment, il y a d'autres ressources à votre disposition. Ligne canadienne sur le suicide, informations sur la COVID-19, ligne d'information pour les familles, centre de réponse en cas d'inconduite sexuelle. Vous avez, pour les jeunes, Jeunesse J'écoute. Vous avez aussi la possibilité pour les jeunes de chatter avec des professionnels en ligne. Donc, beaucoup de choses à notre portée, à notre disposition. Alors, n'hésitez surtout pas. C'est pas... Il ne faut pas se sentir coupable que de contacter des ressources d'aide. Au contraire, c'est une force qu'il faut déployer lorsque ça devient nécessaire. Alors, j'aimerais que vous preniez le temps de répondre aux questions qui ont été lancées par Marie-France. Donc, comme par exemple, quel est votre niveau de satisfaction par rapport à la plateforme qu'on utilise, la plateforme Demio? Et par la suite, j'estime que je peux mettre en pratique ce que j'ai appris aujourd'hui dans la vie quotidienne. OK, excellent. Les gens ont répondu. Alors, je ne sais pas si à partir de maintenant, il y a des questions. On pourrait prendre quelques instants. Je vais rallumer ma caméra. Voilà. Salut Marie. Carl, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Parce que pendant le webinaire, j'ai essayé de faire quelquefois des petites interventions, puis ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai cru que le micro ne fonctionnait pas. OK, mais c'est le moment, là, on t'entend. Je vous ai mis tout le monde aussi dans les handouts la prochaine invitation pour le prochain webinaire qui aura lieu à la même heure la semaine prochaine. Donc, peut-être juste le consulter. C'est toujours la même adresse pour vous inscrire à nos formations. Donc, n'hésitez pas de vous inscrire encore une fois en grand nombre et puis on va vous revoir la semaine prochaine. Comme Carl a dit, nous, on reste disponible maintenant pour une période de questions. Sinon, à tous ceux et celles qui ont participé, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, comme Carl a dit, prenez le temps de respirer. Ça va faire du bien aujourd'hui. Le soleil vient de sortir, là, donc... oui, absolument, il fait beau, là. Le soleil se c'est aussi une bonne façon d'aller relaxer, puis de peut-être mettre en pratique certains petits trucs que Carl nous a donnés aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a Florin qui signale dans le chat que la prochaine séance, c'est le 18, effectivement, et non le 25. Hein? Ah, bon, je me suis trompée. C'est le 20. Merci, Florin. C'est moi qui ai fait une petite erreur. Le 25 juin, ça sera la troisième séance. Oui, absolument. Le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste. Oui, c'est vrai. Désolée. Fait que merci pour votre attention. J'espère que ça a été utile, notre première rencontre avec vous, là, les renseignements que je vous ai transmis. J'espère que vous en ferez un bon usage et que vous allez comprendre que finalement, on peut faire des choses très, très simples pour se sentir bien. Donc, mettez en pratique ce qu'on tente de vous transmettre. C'est la meilleure façon de voir si ça vous correspond, si ça marche pour vous. Absolument. Puis, je viens de voir aussi que Maxime a mis, merci Maxime, a mis le lien pour s'inscrire pour le prochain webinaire. Donc, vous pouvez le faire dès maintenant en cliquant sur ce lien-là ou en le copiant et en vous inscrivant. Absolument. Fait qu'on compte sur votre présence la semaine prochaine. Même heure, même poste. Absolument. Portez-vous bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va se laisser ici. Je vous souhaite une excellente journée, tout le monde. Merci, Florin. Bonne journée. Bye, bye. Salut, Marie. Merci pour tout. Ça fait plaisir, Carl. Bonne journée. Bonne journée. End session. Bye, bye.